Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue aux grandes enquêtes scientifiques du Cœur des Sciences. Alors on est très nombreux aujourd'hui sur place et on est très nombreux aujourd'hui aussi en web diffusion. Je vais saluer d'abord les groupes qui sont sur place pour voir si vous êtes réveillés. D'abord l'Académie Sainte-Marie de Québec. Merci d'avoir voyagé jusqu'à nous. On a aussi l'école Lucien Pagé de Montréal. L'école Lucien Pagé de Montréal. Nous avons l'école L'Odyssée de Terrebonne. Eux, ils vont avoir plein de questions à la période de questions. L'école Marie-Rivier de Drummondville. Nous allons saluer aussi les écoles qui nous suivent en web diffusion. Bonjour à l'école Tournesol de Repentigny. Bonjour à l'école Louise Trichet de Montréal, à l'école Calixa-la-Vallée, l'école Jacques Rousseau de Longueuil et le collège Dina Léger à Saint-Michel de Bellechasse. On salue aussi tous les élèves qui vont suivre les enregistrements un autre jour, une fois qu'on aura fait la présentation. Alors merci à tous d'être au rendez-vous. Je vais vous demander un petit peu de calme. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, la conférence va durer un petit peu moins d'une heure et sera suivie d'une période de questions. Pour les élèves qui sont ici, vous avez 2 micros de chaque côté. Donc, quand on passera à la période de questions, il vous suffira de vous lever et de poser votre question un tour chacun. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, posez vos questions pendant la conférence à votre enseignant qui me les enverra soit par clavardage via Facebook, soit par texto si vous suivez le lien UQAM. Pour ceux, donc la période de questions, c'est ça. Vous allez aussi avoir l'occasion de voter à plusieurs reprises pendant la conférence. Donc ceux qui sont sur place, on vous a remis des télévoteurs. Vous allez voir que c'est numéroté soit de 1 à 9 et de A jusqu'à je ne sais plus quelle lettre G. Donc vous verrez en fonction de la lettre ou du chiffre qui est proposé sur l'écran, il vous suffit de peser sur le bon bouton. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, vous allez voter à main levée, donner les résultats à votre enseignant et à nouveau, l'enseignant va me clavarder ou texter les résultats. Est-ce que j'ai donné toutes les consignes? On va commencer par faire un petit quiz pour se réchauffer les neurones et se réchauffer les mains. Alors, ceux qui ont leur télévoteur, allez-y. Une bactérie, C, petit a. Un insecte minuscule, petit b, un virus infectieux, petit c, un micro-organisme cellulaire. Vous pouvez voter. « 166 votes, 170, on est bientôt à 200. Alors, dans la salle, voici les résultats. Un micro-organisme unicellulaire. Bravo, c'était la bonne réponse. Attention, alors est-ce que je vais regarder si j'ai des... Non, j'ai pas de réponse pour le moment en web diffusion. Alors, deuxième question, selon vous, les bactéries sont-elles dangereuses pour la santé? Petit a, oui, petit b, non, petit c, ça dépend. Catherine, veux-tu regarder sur Facebook s'il y a des commentaires? Peut-être qu'on a des réponses sur Facebook, mais pas via texto. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? La bonne réponse, petit c, ça dépend. Je pense que c'était la bonne réponse aussi. Tout donc, vous savez tout déjà? Le corps humain héberge plus de bactéries qu'il n'a de cellules humaines. Vrai ou faux? Toujours pas de réponse en web diffusion. Catherine, est-ce qu'on a des réponses sur le Facebook? Non. Alors, voyons voir ici. Le vrai. Le corps humain héberge plus de bactéries qu'il n'a de cellules humaines. C'est vrai. Bon, vous allez rien apprendre aujourd'hui. Une bactérie se produit en s'accouplant avec un virus, petit b en se divisant elle-même en deux, petit c en donnant naissance à une autre bactérie à partir d'un fragment d'organe. Alors, allons-y. Toujours rien en web diffusion. Bon, on va revoir notre système.
Alors, fin des votes. Petit B, en se divisant elle-même en deux. Dernière question, et après on passe à la conférence. Les antibiotiques sont les seuls remèdes connus à ce jour pour les infections bactériennes. Vrai ou faux? Alors, quelle est la réponse? Ah, c'est plus partagé. 65% pensent que c'est faux et 35% pensent que c'est vrai. Est-ce que vous allez donner la réponse un peu plus tard? Oui. Donc, Mais la réponse est vraie. Ah, bon. On parle d'un remède, pas d'une façon de prévenir une infection. Bon, le collège d'Ina Léger a répondu faux. Ah, mais en tout cas, il a répondu. C'est bon. Alors, ben, bravo pour ce petit quiz. On va passer maintenant à la conférence. Est-ce que je vous laisse mettre votre présentation? Je vais vous présenter rapidement notre conférencier. Moi, j'ai jamais su quel métier je voulais faire plus tard. Mais lui, il savait à 7 ans qu'il allait devenir chimiste. Puis là, chimiste, puis il a fait des études au secondaire, comme vous. Là, il s'est dit, oui, la vie, c'est quand même assez intriguant aussi. Et puis, c'est comme trouver une passion pour l'utilisation du microscope. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné aujourd'hui un microbiologiste, Éric Desiel, et sa mission, c'est de trouver un nouveau remède aux infections bactériologiques. Donc, je vais le laisser vous raconter son histoire. Et puis, n'hésitez pas à garder toutes les questions en tête pour les poser à la fin ou en web diffusion, à les poser à vos profs au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai été vraiment impressionné par vos réponses. On a vu que la dernière question, c'était moins évident. Puis, je pense que vous allez être surpris que quand on parlait de remède, on parlait évidemment pas d'empêcher une infection, mais un coup que vous êtes déjà malade, vous avez déjà une infection, comment on fait pour vous traiter? Puis il n'existe aucun autre moyen aujourd'hui régulièrement utilisé que le traitement avec les antibiotiques. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler à quel point les antibiotiques sont importants, mais je vais aussi vous présenter une alternative parce que malheureusement, de plus en plus, on a des problèmes avec les antibiotiques. Hein? Il y a des antibiotiques, on manque d'antibiotiques. Nos bactéries deviennent tellement résistantes aux antibiotiques que parfois, il y a des gens qui ont des infections parce qu'on ne peut plus trouver d'antibiotiques pour guérir la personne. Et donc, on revient il y a 70 ans, 80 ans en arrière. Donc, aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est « Complot chez les bactéries ». Je vais vous parler de la communication chez les bactéries, donc c'est-à-dire le fait que les bactéries peuvent communiquer entre elles. Et toute l'histoire a commencé, pas avec une bactérie, ça a commencé avec un petit calmar qu'on appelle Euprimena, qui est tout petit, environ 3 cm de long. C'est un calmar qui vit près de l'archipel hawaïen, dans l'eau du Pacifique. Et c'est un calmar qui a la particularité d'être bioluminescent. Hein? Il produit de la lumière, donc la nuit, on voit la mer toute lumineuse à cause de la présence des calmars. Alors, pourquoi les calmars sont lumineux? C'est qu'à l'intérieur du calmar, il y a une bactérie. Toute une colonie de bactéries qu'on appelle Vibrio, qui sont des bactéries qui ce sont elles qui produisent la lumière. Et vous allez voir le lien dans environ une dizaine de minutes, vous allez voir pourquoi je vous parle de bactéries qui sont lumineuses. Mais revenons à l'origine. Je pense que c'est important qu'on soit tous d'accord sur de quoi on parle aujourd'hui, c'est quoi une bactérie. Les bactéries n'ont pas été découvertes par Pasteur. Évidemment, Louis Pasteur, c'est un microbiologiste célèbre. Lui, il a beaucoup fait des découvertes sur nous établir l'importance des bactéries. Pourquoi que les bactéries causent des infections, comment elles causent des infections, à quoi ça ressemble une bactérie, comment qu'elles se reproduisent, etc. Ce que vous devez savoir, c'est que les bactéries sont unicellulaires, donc c'est une seule cellule. Elles sont tellement petites qu'on a absolument besoin d'un microscope. C'est pour ça qu'on les appelle des micro-organismes. Mais c'est quand même des organismes tout à fait vivants qui se reproduisent, qui se nourrissent et qui meurent aussi. Ici, vous avez, ce que vous voyez à l'écran, c'est une aiguille, une petite aiguille en métal, dans laquelle on fait la couture, par exemple. Alors, vous voyez à la pointe ici, on se rapproche un peu plus. Vous voyez la pointe de l'aiguille, on voit l'acier qui est un petit peu brossé, et vous commencez à avoir des petites particules. Si vous rapprochez encore plus, on réalise que ce qu'on voit à la pointe de l'aiguille, ce sont des bactéries. Et vous voyez ici la forme des bactéries. Et ce sont des photos qui ont été prises avec un microscope électronique. Pour
que vous réalisez pleinement la petitesse d'une bactérie. Vous savez tous c'est quoi 1 millimètre. Hein? C'est la dimension la plus petite sur une règle, 1/10 d'un centimètre. Si vous prenez des bactéries et vous les alignez les unes au bout des autres, et vous faites une chaîne de bactéries, vous en avez besoin de 1000 bactéries pour faire 1 millimètre. C'est-à-dire que les bactéries ont la longueur de 1 millième d'un millimètre. Comment les bactéries se divisent-elles? Comment elles se reproduisent? Elles se reproduisent, on l'a vu, par division. Et c'est fondamental de comprendre cet aspect-là pour comprendre ce que sont les bactéries, parce que chaque fois qu'une bactérie se divise, elle meurt pour donner 2 cellules filles qui sont essentiellement identiques à la cellule mère. Ici, je vais vous montrer un exemple de à quoi ça peut ressembler des cellules qui se divisent. Vous voyez la petite vidéo? Parce que vous voyez que les bactéries, ça se fait tout doucement. Vous voyez chaque bactérie qui se divise pour en donner 2, pour en donner 4. On voit exactement le même patron ici. Et ça peut aller très, très rapidement. Dans des conditions de nutrition idéales, où la bactérie est vraiment très, très heureuse, ça peut prendre 20 minutes pour qu'une bactérie se reproduise pour en donner 2. Un autre 20 minutes pour que 2 en donnent 4. Donc, après quelques heures à peine, vous avez des milliards et des milliards et des milliards de bactéries. Évidemment, la raison pour laquelle on n'est pas envahi par des bactéries, c'est que les bactéries ne peuvent pas coloniser tous les endroits et il y a toujours des limites dans les éléments nutritifs. Une bactérie, son premier but dans la vie, c'est de vivre et manger. Rien d'autre. Ici, ce que vous voyez, c'est une photo prise par un microscope électronique d'une bactérie qui est en train de se diviser. Parce que vous voyez les deux formes, ils sont encore attachés ensemble. Mais les microbiologistes, comment on peut utiliser les bactéries? Évidemment, on peut prendre un microscope puis regarder les bactéries individuelles, mais ça devient difficile d'étudier le comportement de milliards et de milliards de bactéries. Heureusement, comme les bactéries se reproduisent très rapidement et très facilement dans un laboratoire, ce que la part du temps on fait, c'est qu'on les cultive dans des bouillons. Du liquide, qui est la part du temps un dérivé de bouillon de bœuf. Donc, vous prenez du bouillon, vous rajoutez une bactérie, et elles vont se nourrir des extraits de bœuf et se diviser jusqu'à ce qu'il y en ait plusieurs milliards. Et là, à ce moment-là, le liquide va devenir opaque, parce qu'il va y avoir des milliards et des milliards de bactéries à l'intérieur du liquide. Si vous prenez ce liquide-là et vous le diluez avec de l'eau, et vous le déposez sur du bouillon de bœuf qui a été solidifié avec, par exemple, n'importe quoi pour gélifier, par exemple du Jell-O. On met ce qu'on utilise pour faire solidifier le jus pour faire du Jell-O, c'est la même chose qu'on peut utiliser pour solidifier le bouillon de bœuf. On utilise souvent de l'agar. Et on dépose l'agar solidifié dans une petite boîte, puis on dépose des bactéries à la surface. Chaque bactérie va se diviser, et quand il va en avoir quelques millions, ça va former une colonie. Vous voyez que chacun des petits points rouges que vous voyez ici, à l'origine, c'était une seule bactérie qui s'est reproduite jusqu'à donner ce qu'on appelle une colonie. Dans ce cas-ci, c'est une bactérie qui produit un pigment rouge. Maintenant, vous devez savoir que la grande majorité des bactéries sont très, très bénéfiques et utiles, puis ils ne causent pas de problème. Vous connaissez les bactéries commensales, donc celles que vous avez sur votre peau, dans votre système digestif, qui vous aident à la digestion, mais qui vous fournissent aussi des vitamines. Donc, elles sont essentielles à votre vie. Vous avez aussi certaines de ces bactéries-là qui sont sur vos muqueuses, par exemple à l'intérieur de votre bouche, qui vont vous protéger contre les infections. On connaît aussi les bactéries d'origine alimentaire, celles qui nous permettent de faire le yogourt, le fromage, etc. On connaît aussi les bactéries environnementales, celles, par exemple, qui vont nous aider dans les usines d'épuration des eaux à nettoyer l'eau qui sort des égouts, l'eau qui sort de votre maison, qui sont des eaux contaminées, s'en va à une usine de traitement de l'eau, et on utilise des bactéries pour décontaminer cette eau-là. On a aussi des bactéries qui poussent sur les racines des plantes, qui permettent à la plante de croître. Et une plante qui vit sans ces bactéries va avoir énormément de difficultés à pousser. Donc, il y a des bactéries partout. On utilise même des bactéries pour la lutte biologique. Par exemple, un insecte qui est en train de ravager une forêt, on a appris à utiliser des bactéries comme le BT, le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui, elle, produit une toxine qui tue les insectes ravageurs. Donc, on utilise aussi la biotechnologie. On utilise beaucoup les bactéries à notre avantage. Il y a même des bactéries impliquées dans le recyclage de la matière. Par exemple, le compost. Si vous faites du compost, l'essentiel du travail est effectué par des bactéries. Cependant, il y a quelques pathogènes. Or, les pathogènes sont mineurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est celles-là qui nous intéressent le plus parce qu'elles nous rendent malades.
elles rendent pas seulement nous malades, mais elles rendent nos animaux malades, rendent les plantes, rendent tous les êtres vivants sur Terre supérieurs. Les insectes, tous vont éventuellement tomber malades, attraper des infections, souvent causées par des bactéries. Je vous rappelle que les bactéries, leur but, ce n'est pas de nous rendre malades. Il n'y a aucune bactérie qui se lève le matin et qui décide « Voilà, je vais rendre quelqu'un malade. » Qui je tomberais bien malade aujourd'hui? La bactérie, ce qu'elle veut faire, c'est vivre. Donc, elle se nourrit de la nourriture disponible. Si ça tombe, que vous avez une coupure, puis la bactérie tombe dans votre blessure, bien, elle va se nourrir de ce qui est là. Donc, il faut essayer de penser comme une bactérie. Vous, ce que vous voulez, c'est vous nourrir, vous ne voulez pas mourir de faim. Même chose pour les bactéries. Comment les bactéries vont faire justement pour vous rendre malade? Nous, les humains, ce qu'on appelle ça, c'est des facteurs de virulence. Autrement dit, ce sont les armes, tout l'arsenal produit par une bactérie pour aller chercher sa nourriture, pour attaquer l'autre, par exemple. Donc, elle va produire des toxines, des enzymes comme des protéases, des lipases qui vont diluer, qui vont dégrader votre lipide, vos tissus, votre peau, pour justement aller se nourrir des éléments nutritifs qui sont présents, qui sont disponibles. Ici, vous avez tout un arsenal de toxines ou de facteurs. Les bactéries, par exemple, possèdent des fibrilles. C'est comme des poils qui leur permettent de s'associer sur les surfaces, de coller. Donc, par exemple, quand vous mangez une bactérie pathogène, elle va reconnaître certains endroits dans votre système digestif, puis elle aime ça s'installer à cet endroit-là, puis elle va causer une diarrhée. Ou il y a une autre bactérie qui, elle, préfère les cellules de vos poumons. Elle a évolué pour causer des infections pulmonaires. Donc, quand elle va rentrer assez loin dans vos bronches, elle va reconnaître un endroit dans lequel elle est bien, elle va s'installer à cet endroit-là, elle va se multiplier, puis elle pourrait vous rendre malade. Les humains, on a toujours été malades. Depuis que l'espèce, depuis des centaines de milliers d'années, les gens ont l'habitude de mourir d'infections. Nous, aujourd'hui, on a oublié ça. On a oublié qu'avant les années 1940-1950, c'était courant de mourir causé par une infection. Ça peut être des infections banales. Ça peut juste être une petite coupure. Ça peut juste être un abcès dentaire. Ça peut être presque rien, puis les gens mouraient de l'infection bactérienne. Mais un jour, il y a eu des chercheurs qui ont fait des découvertes vraiment révolutionnaires, fantastiques. Ce sont les antibiotiques. Premièrement, il y a eu une découverte, tout à fait par hasard, d'un chercheur qui s'appelait Alexander Fleming, en 1928. Ces travaux-là ont été faits en Angleterre. Ça, c'était entre les deux grandes guerres. À cette époque-là, on était de plus en plus inquiets, évidemment, des infections. Ça posait un énorme poids sur la société. Puis, ce que Alexander Fleming a fait, c'est qu'il cultivait, c'est un microbiologiste, il cultivait des bactéries. Vous voyez ici une gélose, donc j'ai dit plus tôt, c'était le bouillon de bœuf qui était gélifié. Puis là, il a déposé beaucoup de bactéries sur sa gélose, puis il y a eu de la croissance. Ce que vous voyez en blanc, c'est une croissance de plusieurs milliards de bactéries. Mais sa gélose, par hasard, a été contaminée par une moisissure. Une moisissure très, très similaire à celle que vous trouvez, par exemple, sur une vieille tranche de pain que vous avez oubliée. Vous allez retrouver éventuellement de la moisissure bleu-verte. Pas très, très agréable. Si vous l'avez déjà senti, ça a une odeur très, très caractéristique. Or, les moisissures produisent des molécules pour se battre contre les bactéries. Donc, la moisissure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut tuer les bactéries pour que les bactéries n'aillent pas chercher la nourriture, pour que ce soit la moisissure, elle, qui aille se nourrir de la nourriture. Et ce qu'il a observé, ceux qui voient l'image voient qu'il y a une zone claire autour de la moisissure ici. Vous voyez où est-ce qu'il n'y a pas de blanc? Ça, c'est la moisissure qui produit, maintenant on le sait, un antibiotique. Quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, il y a deux chercheurs, Florey et Chain, donc, qui, eux, ont repris cette découverte-là, puis ils se sont dit, c'est pas non seulement une observation intéressante, mais si la moisissure produit quelque chose, on pourrait peut-être purifier ce quelque chose-là, puis le produire en assez grande quantité pour traiter les infections chez les gens. Ça a été évidemment des découvertes absolument fantastiques. Ces trois messieurs-là ont gagné le prix Nobel en 1945. Et je vous dirais que dès la fin des années 40, on avait commencé à trouver plein de nouveaux antibiotiques, souvent produits par d'autres espèces de levures ou de champignons, ou même des bactéries
qui produisent des antibiotiques pour tuer d'autres bactéries. Donc, l'espérance de vie a augmenté. À l'époque, on mourait souvent dans les années... On avait 40 ans, 50 ans, parce qu'on mourait d'infections qu'on attrapait à différents moments dans notre vie. Et au cours des années, on a presque oublié c'était quoi avoir une infection. Parce qu'à chaque fois que vous êtes malade, que c'est une infection bactérienne, pas une infection virale, on peut vous donner un antibiotique. Puis je suis pas mal certain que tout le monde ici a eu au moins un traitement d'antibiotique dans sa vie. Or, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des gens qui ne vont pas jusqu'à la fin de leur traitement. Hein, on vous prescrit un antibiotique, on vous dit prenez-le pendant 10 jours. Au bout de 3, 4, 5 jours, vous commencez à mieux vous sentir, vous dites ma bactérie est morte, j'arrête le traitement. Erreur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la bactérie, il n'y en a presque plus qui sont encore vivantes. Il y a peut-être 1 % qui est encore dans votre corps. Mais ce pourcent-là, il n'est pas encore mort. Dès que vous arrêtez votre traitement d'antibiotique, il va revenir. Un autre problème. De plus en plus de gens prennent des antibiotiques alors que l'infection n'est pas une infection bactérienne. Si vous avez une grippe ou un rhume, ce n'est pas une bactérie. Les antibiotiques sont inutiles. Ce n'est pas toujours facile de savoir si on a une infection bactérienne ou une infection virale. Et même les médecins ont de la difficulté. Ils vont parfois vous prescrire un antibiotique par précaution, ne sachant pas vraiment si vous avez une infection bactérienne ou virale. Vous allez prendre des antibiotiques. Ce qui fait qu'il y a une surconsommation d'antibiotiques. Parfois, on va donner à quelqu'un un antibiotique qui n'est pas le bon. Il ne tue pas la bactérie qui cause votre infection. Mais ce qu'il fait, c'est que les bactéries commencent à s'habituer à être toujours présentées avec des antibiotiques. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il commence à avoir un énorme problème, c'est la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir une bactérie qui résiste à un antibiotique, puis un deuxième, puis un troisième. Puis il y a des gens qui maintenant ont besoin de tester plusieurs antibiotiques avant de réussir à les traiter. Pendant ce temps-là, les gens continuent d'être malades, puis de plus en plus malades, de plus en plus malades. Ça peut devenir critique. C'est tout un problème. Puis le contrôle des antibiotiques sur la Terre aussi, d'un pays à l'autre, le contrôle n'est pas le même. Il y a des endroits que les antibiotiques s'achètent au coin de la rue. Donc, on est en train de mettre un peu en péril notre santé, l'humanité en tout, parce qu'on est en train de revenir un peu en arrière avant les années 1945, où est-ce qu'on n'avait pas d'antibiotiques pour nous traiter. Ça a des conséquences graves parce qu'il commence maintenant, alors qu'on se parle, à avoir des gens qui sont malades et qui meurent d'infections bactériennes, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, ces infections-là étaient faciles à traiter avec un antibiotique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, évidemment, ça fait qu'il y a la résurgence de ce qu'on appelle les superbactéries. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut très bien comprendre la sélection naturelle. Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui ont déjà entendu parler de Darwin, la pression sélective. Comment que la vie s'adapte sur la Terre, puis que c'est les organismes les mieux adaptés qui survivent, puis ceux qui ne sont pas bien adaptés à leur environnement vont mourir. C'est exactement le même principe qui arrive avec le traitement aux antibiotiques. Je veux faire une petite récapitulation pour ceux pour lesquels le concept de sélection naturelle n'est pas tout à fait clair. Vous savez que la sélection naturelle, c'est au fond la reproduction des organismes qui ont les caractéristiques leur permettant de mieux survivre dans leur milieu en particulier. Donc, un organisme dans son environnement, telle température, tel pays, tel mode de vie, tel aliment nutritif, est très bien. Donc, ici, vous avez une bactérie qui s'est divisée. Une a donné 2, 2 a donné 4. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui m'ont remarqué que celle-là, elle a un petit quelque chose de différent. Juste ici. Elle a une petite mutation, une petite modification qui la rend différente des autres. Donc, si tout à coup, il y a une catastrophe, par exemple, il y a un changement climatique qui fait en sorte que tout à coup, la plupart des bactéries ne sont plus adaptées à vivre dans leurs conditions. Il y a une grande catastrophe. Il y en a juste une qui survit, et c'est celle qui avait la petite modification, parce qu'elle est différente des autres. Peut-être qu'elle n'était pas si bien adaptée aux anciennes conditions, mais maintenant, dans les nouvelles conditions, c'est elle qui est le mieux. Et c'est elle maintenant qui va se diviser, qui va se reproduire. Et c'est comme ça depuis le début de la vie sur Terre. Donc, ceux qui vivent aujourd'hui,
les êtres humains, par exemple, Homo sapiens, on n'est pas là nécessairement parce qu'on est mieux que les autres espèces, mais c'est parce qu'on a réussi à survivre aux différentes étapes, aux différentes catastrophes, aux différents éléments qui ont fait en sorte. C'est pour ça que les dinosaures sont disparus, parce qu'ils étaient très bien adaptés dans leur temps. Mais il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite, il y a une certaine catastrophe qui a fait qu'il y a certaines des espèces qui sont disparues. Et il y a eu beaucoup de catastrophes comme ça. C'est la même chose pour les bactéries. Les bactéries, subir la présence d'un antibiotique, c'est une catastrophe. 99,99999% des bactéries vont mourir. Mais il va y avoir le petit fraction de pourcent qui va avoir fait un petit changement qui va lui permettre de survivre. Et je vais vous montrer une vidéo qui démontre d'une façon visuelle, vous allez voir live l'évolution et l'apparition de la sélection naturelle. Et comment on peut reproduire dans le laboratoire l'apparition de bactéries super résistantes. Et ça prend 11 jours. Pour passer d'une bactérie qui peut subir une petite concentration de 1 d'un antibiotique jusqu'à une concentration de 1000 d'un antibiotique, en 11 jours seulement. Ici, vous avez une grande gélose. Vous vous rappelez de la gélose ronde que je vous ai présentée? Là, maintenant, c'est une gélose qui est rectangulaire. Et les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont déposer des bactéries de chaque côté, à gauche et à droite. Et voyez les concentrations, 0, 1, 10, 100 et 1000. Donc, au milieu, la concentration est très élevée. Au début, vous avez les bactéries de chaque côté. Elles vont diffuser vers l'intérieur. Donc, vous allez voir au début, sur chaque côté, c'est blanc. Parce que vous avez des bactéries qui croisent dans la situation où il y a 0 antibiotique. Ensuite, vous allez voir qu'il y a comme une ligne, parce que là, tout à coup, il faut qu'ils survivent à la zone où il y a 1 antibiotique. Oups, on a une petite mutation qui est apparue. Il y en a une qui a réussi, parmi les milliards et les milliards. Puis elle se reproduit. Elle colonise tout son environnement. Et tout à coup, parmi toutes celles qui ont réussi à croître, il y en a une qui a réussi à survivre à 10. Elle a créé une mutation. On est rendu au jour 4. Ici, on a une concentration de 100. On ralentit, tout le monde ralentit, mais il y a quelques petites excroissances de bactéries qui ont développé un truc supplémentaire. Et maintenant, au milieu, on a 1000 antibiotiques, 1000 fois plus qu'au départ. Et pourtant, après 11 jours, vous allez avoir une bactérie qui va réussir à croître et à se développer. Donc, la théorie de la sélection naturelle, ce que Darwin a proposé il y a 150 ans, on peut le voir live devant nos yeux en l'espace de quelques jours avec les bactéries. Puis ça arrive n'importe quand que quelqu'un prend des traitements antibiotiques. Ça arrive toujours. Ce qu'on espère, c'est qu'il va rester tellement de bactéries résistantes, tellement peu de bactéries résistantes pour que vous ne serez plus malade. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est qu'on a un accroissement du nombre de bactéries multirésistantes. Donc, c'est un sujet de grande actualité. Vous voyez ici des chiffres qui montrent juste des courbes d'augmentation du nombre de cas de bactéries qui résistent. On a une première question pour vous. Sortez vos télévoteurs. Quelle solution a-t-on pour lutter contre la résistance aux antibiotiques? Donc, on a un problème de résistance. Vous savez que les bactéries vont toujours développer de la résistance. C'est impossible d'arrêter la sélection naturelle. De l'autre côté, on a besoin de moyens de nous empêcher de tomber malade. Qu'est-ce qu'on devrait faire, les chercheurs? Est-ce qu'on devrait toujours chercher de nouveaux antibiotiques? Oui, est-ce que c'est la solution? Évidemment, on pourrait juste éviter des infections. Vous pourriez tous vivre dans une bulle, pas sortir de chez vous, pas manger, pas rien faire. Manger justement des éléments stériles. Ou vous pouvez aussi juste pas tuer les bactéries, mais essayer de les empêcher de nous rendre malades. On vous laisse quelques instants pour voter. J'ai les 3/4 de la salle qui ont répondu. Il manque encore quelques-uns qui n'osent pas prendre une décision. Un petit peu de courage. On a déjà des réponses en web diffusion. On a des réponses en web diffusion, oui? Alors, attendez. L'école Louise Trichet, réponse C. Ah. On a Louisa qui répond C aussi. Et le collège d'Ina Léger, C aussi. Ah, en web diffusion, c'est pas mal C. C. Bon, voyons vos réponses dans la salle. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui ont répondu. Je vous laisse 2-3 secondes. On se commet. J'ai encore 3 votes qui viennent de sortir. Bon, on va essayer. Oh, quelqu'un encore? OK, on y va.
Ah, 72 Évidemment, vous avez vu le titre de ma présentation. Que vous vous doutez que je vais vous parler aussi de bloquer la virulence. Mais je pense que vous avez tous compris pourquoi chercher des nouveaux antibiotiques, c'est important. Il faut continuer à en chercher, puis il y a plein de chercheurs qui en... Mais vous réalisez aussi qu'il y aura toujours une limite à chercher des nouveaux antibiotiques, parce que comme il y aura toujours de la résistance, c'est une course entre la recherche des humains et les bactéries. Nous, on cherche de nouveaux antibiotiques, les bactéries développent une résistance. On cherche un nouvel antibiotique, les bactéries développent une résistance. Donc, on continue à chercher. Puis, on a de plus en plus de difficultés à en trouver des nouveaux. Peut-être maintenant, au début, on en trouvait 2 ou 3 par année. Maintenant, ça nous prend 10-15 ans avant d'en trouver un nouveau. Donc, c'est un énorme défi scientifique. Pourquoi bloquer la virulence, c'est si intéressant? Vous avez tout à fait raison. C'est qu'on ne veut pas tuer les bactéries. On veut juste qu'ils ne nous rendent pas malades. Donc, c'est pas mal de ça que je vais vous parler pour le reste de la présentation. Donc, revenons à notre bactérie bioluminescente. C'est elle qui va nous donner la réponse. Ici, vous avez ce que je vous ai montré plus tôt, une gélose, un endroit du bouillon de bœuf solidifié. Si vous le mettez dans l'obscurité, vous voyez que les petites colonies sont lumineuses. Comment la bactérie réussit à produire sa lumière? Elle réussit à faire ça grâce à la communication, à la signalisation intercellulaire. C'est-à-dire que les bactéries communiquent entre elles. Vous avez ici une étudiante qui a un flacon avec des milliards de bactéries dans du bouillon dans ses mains. Vous voyez, tout le flacon est lumineux. Donc, les bactéries produisent tellement de lumière qu'on peut éclairer une pièce. Puis tout ça, ça a été découvert dans les années 70. À cette époque-là, il y avait un étudiant qui s'appelait Kenneth Nielsen. Ici, il est un peu plus vieux, il est plus étudiant. Il est devenu plus fort, plus tard, il est devenu professeur d'université. Puis à cette époque-là, Ken Nielsen était un étudiant au laboratoire de Woodland Hastings. Le docteur Hastings étudiait Vibrio. Il étudiait le fameux calmar, le bioluminescent, puis il essayait de comprendre comment la bactérie faisait pour produire de la lumière. Vous allez me dire, ouais, c'est intéressant comme recherche, mais bon, c'est pas ça qui va me guérir mon infection. Mais c'est important de faire de la recherche appliquée, trouver des nouveaux antibiotiques, mais c'est essentiel aussi de faire de la recherche qu'on appelle fondamentale. C'est juste comprendre la vie, comprendre le monde autour de nous, comprendre pourquoi on est là. Puis il y a des chercheurs qui ont fait une découverte. Ils ont découvert que cette bactérie produisait de la lumière seulement à haute densité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous cultivez votre bactérie, il y a seulement quand il y en a beaucoup, quand la bactérie elle a beaucoup pareil comme elle, autour d'elle, sont très tassés dans une pièce. Vous avez une pièce, une grande salle, on pourrait mettre 5 personnes, on pourrait mettre 1000 personnes. Or, cette bactérie-là, elle produit seulement de la lumière quand il y a 1000 personnes dans la salle. Et la raison pour ça, c'est qu'elle est capable de mesurer ou de détecter le nombre de bactéries pareilles comme elle dans son environnement. Évidemment, les bactéries n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de bras, de jambes, ils n'ont pas d'odorat. Comment elles font pour savoir qu'il y a d'autres bactéries pareilles comme elles? Imaginez que vous n'avez aucun de vos organes sensoriels, vous êtes dans une pièce. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a d'autres personnes comme vous. Mais peut-être que juste avec l'odorat, ça serait suffisant. Ou juste avec l'ouïe. Vous pourriez deviner, d'après le son, il semble qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de gens, parce que ça chuchote. C'est vraiment comme ça que les bactéries font. Et ce que les bactéries font, au fond, c'est qu'elles détectent un signal chimique, un petit peu comme une hormone. Chaque bactérie relâche une hormone dans son environnement, une petite molécule chimique qui diffuse, un peu comme une odeur. Or, la bactérie, comme vous savez, se divise, 2 donne 4, 4 donne 8. Chaque bactérie dans ce groupe-là relâche cette hormone. Donc, la concentration de l'hormone augmente. Ce qui fait qu'au début, vous avez les petits points rouges ici, c'est la production du signal. Plus de bactéries, plus de signal. La concentration du signal s'accroît jusqu'à atteindre un niveau seuil, un niveau critique, où est-ce qu'à ce moment-là, toutes les bactéries disent « Wow, il y a assez de bactéries pareilles comme moi. Si je produis de la lumière, toutes les autres vont toutes produire de la lumière en même temps que moi. » Ce serait quoi le bénéfice pour un groupe de gens qui veulent faire, disons, beaucoup de bruit,
que toi, tu cries après toi 2 minutes après, toi, un peu plus tard, il n'y aura pas de grand son. Mais si tous en même temps, je vous dis « criez », hein, c'est pas très impressionnant hein, comme ça. Wow, oui, wow, wow. Mais là, si on dit « à 3 », tout le monde dit Yeah ». 1, 2, 3. C'est exactement ça que les bactéries font. Elles veulent faire du bruit. Elles veulent se faire remarquer. Dans ce cas-ci, ce que les bactéries voulaient faire, c'est produire de la lumière. Mais ça aurait pu être que toutes les bactéries en même temps, vous produisez tous une toxine en même temps. Et vous êtes en train d'attaquer un autre. Si toutes les bactéries en même temps produisent la toxine, aucune chance l'autre va tomber malade puis va mourir. C'est exactement ce que les bactéries font. Donc, les bactéries, et c'est une découverte qu'on a faite dans les années 90, quand même assez récemment, sur le point de vue depuis le temps qu'on connaît les bactéries, c'est que ce sont des organismes sociaux. Ils aiment ça vivre en société. Les bactéries aiment ça vivre dans un groupe. Puis ils bénéficient de tous les avantages d'être dans un groupe. Comme nous, les êtres humains, on est des organismes sociaux. En général, on préfère vivre en société que vivre d'une façon individuelle. On connaît les fourmis, on connaît les abeilles. Il y a tout plein d'espèces animales qui ont compris, qui ont évolué pour préférer vivre en groupe parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis on ne savait pas ça avant des bactéries. Puis on sait ça parce qu'on a découvert la communication. Parce qu'il n'y a aucune vie de société s'il n'y a pas de communication. Si personne peut communiquer, peut parler, peut échanger une information avec un autre membre de la société, il n'y en a pas de société, il n'y a pas de groupe. Quels sont les bénéfices de vivre en groupe? Que les bactéries dérivent de cette décision qu'ils ont développée au cours de l'évolution de vivre en société? Bien, ça les protège contre les stress. Les bactéries peuvent facilement être stressées parce qu'ils ne peuvent pas facilement se sauver pour aller à un autre endroit si les conditions ne deviennent pas favorables. Ça les protège contre les prédateurs. Les bactéries ils servent de nourriture pour beaucoup de petits animaux, surtout des protozoaires, qui se nourrissent des petites amibes, des petits organismes microscopiques, qui eux aussi se nourrissent de bactéries. Ça leur donne accès à des nouveaux environnements où est-ce qu'ils peuvent vivre. Ça leur donne accès à des nouvelles sources de nutriments, parce que les bactéries peuvent même dégrader des choses plus grosses, comme un humain. Si tout le groupe de bactéries ne pourrait pas se nourrir d'un humain, mais si toutes les bactéries ensemble produisent des enzymes pour faire dégrader les tissus, la peau, tout ça, en groupe, ils réussissent à causer une brûlure, à causer une infection, par exemple, à un endroit, parce qu'on voit que la partie d'un organe a été attaquée par les bactéries. Il y a même des spécialisations, c'est-à-dire à l'intérieur d'un partage des tâches à l'intérieur d'un groupe de bactéries. Donc, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire plutôt ça, puis toi, tu devrais faire ça. Comme on sait tous, par exemple, que les fourmis font, que les abeilles font. Et qui a découvert, et c'est des chercheurs qui ont une importance capitale dans l'étude de la communication chez les bactéries, c'est des chercheurs comme Clay Fuka, Pete Greenberg, donc différents universitaires, des chercheurs d'université, qui sont des microbiologistes, qui ont réalisé que finalement, toutes les bactéries peuvent communiquer. Mais le problème, c'est que, disons que je vous ai dit que telle bactérie qui produit de la lumière produit un signal de communication pour produire de la lumière, mais comment vous connaissez le signal de toutes les autres bactéries? Qui ici parle le langage bactérien? Ah, vous êtes chanceux, je vais vous engager dans mon labo. Nous, ce qu'on fait depuis les 20-25 dernières années, les microbiologistes qui s'intéressent à la communication, au quorum sensing, comme ces chercheurs-là appellent ça, c'est qu'on essaie de décoder le langage des bactéries. On essaie de comprendre comment elles communiquent entre elles pour pouvoir contrôler leur langage. Donc, les bactéries utilisent des tout petites molécules chimiques. Puis, chaque bactérie produit son signal à elle. Et là, il y en a qui aiment la chimie ici, en voilà de la chimie. Ah! Je ne suis pas chimiste, je ne vous expliquerai pas c'est quoi ça. Ce n'est pas important. Mais ce que vous devriez remarquer, c'est que chacune des petites molécules chimiques ici est différente des autres. Ça, c'est parce que chaque bactérie produit son propre langage. Comme chaque espèce bactérienne produit son propre langage, comme chaque espèce animale produit son propre langage. Donc, à l'intérieur d'une espèce, les bactéries se comprennent.
mais ils ne vont pas nécessairement comprendre les autres espèces. Puis aujourd'hui, on va parler d'un signal de communication en particulier, ceux qui sont encadrés en rouge ici, parce qu'il y a plusieurs bactéries qui produisent ce type de signal-là. On fait une petite récapitulation pour certains d'entre vous, et pour d'autres, vous n'avez entendu parler, peut-être que ce n'est pas encore très, très clair pour vous. C'est important que vous compreniez bien que les bactéries, c'est des êtres vivants, donc ils ont de l'ADN, comme tous les êtres vivants. Vous savez que c'est quoi l'ADN? L'acide désoxyribonucléique. Donc, ce sont les molécules dans nos cellules qui contiennent l'information génétique. Vous devez aussi savoir que l'ADN est séparé en petits fragments. Chacun de ces petits fragments-là, c'est un gène. Vous avez des milliers de gènes qui font en sorte que vous êtes ce que vous êtes. Les bactéries aussi ont des gènes. Juste que comme les bactéries sont beaucoup plus petites, beaucoup plus simples, ils ont beaucoup moins de gènes que nous. Donc, on peut les étudier en laboratoire. Donc, chaque gène est responsable pour la production d'une protéine. Et une protéine, ça peut être quoi? Ça peut être une enzyme. Une enzyme, ce sont les outils utilisés par les êtres vivants pour fabriquer des choses ou détruire des choses. Ça peut être une toxine aussi. Donc, les bactéries ont tout ce qu'il faut pour pouvoir causer des infections dans leur ADN. Maintenant, comment est-ce que les bactéries communiquent entre elles? Ça, c'est la découverte qui a pris de très nombreuses années aux microbiologistes. Ce qu'ils ont découvert, parce que c'est bien beau d'avoir découvert un signal de communication, un mot ou un langage, comment les bactéries peuvent-elles utiliser ce langage-là? C'est là que la compréhension de ce que je vous dire au sujet de l'ADN et des gènes et des protéines est importante. Premièrement, la bactérie produit le signal de communication. Ce sont les petits triangles rouges. Les petits triangles, c'est une molécule chimique qui diffuse dans l'environnement autour de la bactérie. Pour produire un signal, tu as besoin d'une enzyme. Dans ce cas-ci, on l'appelle LUX-I. Lux, ça signifie lumière. Donc, ça vient des bactéries justement qui produisent la lumière. Et pour produire l'enzyme qui fabrique le signal, on a besoin d'un gène qu'on appelle LUX-I. Donc, les bactéries produisent le signal, puis le signal s'accumule autour de la bactérie. À un certain moment, la bactérie a aussi un contrôleur. Le contrôleur, lui, sent le signal. Il sent en s'attachant après le signal. Donc, il touche au signal directement. Le signal rentre dans les bactéries. Et ça arrive seulement quand on a atteint ce qu'on appelait le quorum. Quand on a atteint la très haute densité de bactéries, parce qu'il y a tellement de bactéries que là, il y a une concentration de signal très, très élevée. Et comment les bactéries font pour savoir qu'il y a d'autres bactéries, comme je l'ai dit plus tôt, c'est qu'elles sentent la concentration du signal. C'est comme vous, si vous vous basiez sur vous êtes capable d'évaluer le nombre de personnes dans une salle juste par le murmure des gens qui sont dans la salle. Beaucoup de gens qui parlent, vous avez seulement vos oreilles, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas voir, pas toucher. Mais vous entendez que le son devient de plus en plus fort que quelqu'un dans une salle, jusqu'à un moment que le son est très, très élevé. Vous dites, ah, il y a beaucoup de monde, la salle est pleine. C'est exactement ce que les bactéries font. Quand il y a beaucoup de signal, le signal s'attache après le contrôleur. Et le contrôleur va activer la production de plus de signal. C'est ce qu'on appelle le feedback positif, une boucle de rétroaction. Plus vous avez de signal, plus vous avez de contrôleurs actifs, plus vous avez de l'enzyme qui produit le signal, qui va produire encore plus de signal. Et ça fait un effet d'amplification du bruit dans le groupe de bactéries. Et la bactérie, non seulement elle utilise le signal pour produire plus de signal, mais elle contrôle aussi, grâce au signal, les toxines pour vous rendre malade. Donc, les bactéries vont produire les enzymes et les toxines pour vous causer une infection seulement quand il y a beaucoup de bactéries. Si vous avez seulement 10-20 bactéries qui sont rentrées dans une de vos plaies, dans une blessure, une infection de votre cornée, dans vos poumons, il n'y aura pas aucune bactérie qui va produire de toxines. Mais quand la concentration de bactéries va être rendue très élevée, ils vont être silencieuses, vont se diviser. Soudainement, ils vont atteindre un niveau seuil où est-ce qu'elles savent qu'elles sont suffisamment nombreuses, en détectant la concentration du signal, pour, à ce moment-là, tout ensemble, tout agir ensemble.
comme un groupe coordonné. Et la chercheur qui a découvert ça, que la bactérie communiquait pour contrôler la lumière, c'est une chercheure qui s'appelle Bonnie Bassler, qui est à l'Université Princeton, qui, si vous connaissez les conférences TED sur Internet, vous rentrez le nom Bonnie Bassler, vous allez voir une conférence vraiment super intéressante d'elle. C'est une excellente vulgarisatrice sur le quorum sensing. Maintenant, on va prendre une bactérie. Je vais vous donner un exemple où est-ce qu'on a réussi à bloquer la communication chez une bactérie pour l'empêcher de nous rendre malades. La bactérie qu'on étudie beaucoup dans mon laboratoire, c'est une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie-là cause tout plein d'infections. C'est une bactérie qu'on trouve dans le sol. C'est très, très facile à trouver. Elle est vraiment partout. Elle produit un pigment vert. Vous voyez ici, la gélose est verte. Et c'est une bactérie qui est ce qu'on appelle un pathogène opportuniste. C'est-à-dire que c'est une bactérie qui cause des infections seulement chez les gens qui sont déjà faibles ou malades. D'après vous, c'est quoi le meilleur endroit pour attraper une infection opportuniste? C'est à l'hôpital. Ce qu'on appelle les infections nosocomiales. C'est l'infection contractée dans un établissement de santé, en général à l'hôpital. Donc, c'est une bactérie qui cause beaucoup d'infections. Des infections aiguës, ça veut dire une infection qui ne dure pas longtemps, mais qui vous affecte d'une façon foudroyante. Ou des infections chroniques, c'est une infection qui reste dans vous pendant longtemps, pendant des années et des années. C'est une bactérie que vous allez attraper souvent à l'hôpital, ou des gens malades qui ont subi une chirurgie, par exemple. Et elle produit tout un arsenal de toxines et de facteurs de virulence. Et c'est parmi les agents pathogènes qui sont des priorités numéro 1 pour découvrir des nouveaux antibiotiques ou des nouvelles façons de les contrôler. Si vous faites perdre le quorum sensing à cette bactérie-là, si elle ne peut plus communiquer, qu'est-ce qui va arriver? Nous, dans mon laboratoire, on peut modifier génétiquement les bactéries. On fait des OGM. Donc, on joue avec l'ADN de la bactérie, puis on vérifie quel est l'effet de cette bactérie-là de perdre sa capacité. Par exemple, vous allez voir que la bactérie qui ne fait pas de QS, de quorum sensing, c'est-à-dire qu'elle perd sa capacité de communiquer, elle perd son pigment vert. Ou elle va perdre sa capacité de se déplacer. Donc, comme vous voyez, une gélose parce que les bactéries se sont déplacées, mais si elle perd le QS, elle se bouge beaucoup moins, elle colonise moins son environnement pour coloniser, pour se battre avec les autres bactéries. N'oubliez pas que la bactérie, son premier but, c'est quoi? Manger, vivre. Donc, compétitionner avec les autres bactéries ou détruire tout ce qui est autour pour se nourrir. Maintenant, si vous prenez votre bactérie modifiée génétiquement, puis vous infectez une souris, malheureusement, il faut parfois sacrifier des animaux en laboratoire. Puis, vous allez les infecter, puis c'est une souris qu'on a brûlée. Comme ça, elle est affaiblie, parce que ce n'est pas une bactérie qui, normalement, vous rend malade, c'est un opportuniste. Ici, vous allez voir le taux de survie des souris. Assez rapidement, au bout d'une semaine, presque toutes les souris sont mortes, si vous prenez la bactérie. Et la raison pour laquelle on étudie un modèle de souris qui sont brûlées, pour moi dans mon laboratoire, mais d'autres chercheurs, c'est que pendant longtemps, cette bactérie-là était particulièrement problématique chez les grands brûlés. Les gens qui ont subi une brûlure sérieuse, ils avaient de l'eau bouillante sur vous, vous avez été pris dans un incendie. Un des problèmes principaux quand on a une grande brûlée, c'est justement l'infection des brûlures. Une grande partie de votre corps qui est brûlée. La peau devient verte à cause du pigment vert produit par la bactérie. Et vous voyez ici la bactérie modifiée génétiquement en haut complètement, où est-ce que presque toutes les souris ont survécu. Donc, la communication chez cette bactérie-là est vraiment super importante. Donc maintenant, est-ce que vous voulez faire quoi? Vous voulez bloquer la communication, bloquer le quorum sensing. Et quel est l'avantage que ça aurait versus un antibiotique traditionnel? Vous vous rappelez plutôt qu'un des problèmes avec les antibiotiques, c'est qu'ils tuent les bactéries. Pourquoi je dis que c'est un problème? Parce que le principal but d'une bactérie, c'est de vivre. Or, la première chose que vous faites, c'est la tuer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner pour le petit 0,001% de la population qui va survivre à votre antibiotique. Et lui va se développer. Et maintenant, toutes celles qui ont colonisé votre infection
sont toutes résistantes à l'antibiotique. Ce que vous voulez plutôt, vous ne voulez pas forcer la bactérie à s'adapter. Vous voulez juste qu'elle ne vous rende pas malade. Donc, vous voulez un médicament anti-pathogénèse, anti-facteur de virulence, anti-capacité de s'organiser puis vous rendre malade. Et c'est ce qu'on croit qu'on peut faire en empêchant les bactéries de communiquer entre elles. Que maintenant, j'ai une question pour vous. Sortez vos télévoteurs. D'après vous, comment est-ce qu'on pourrait empêcher les bactéries de communiquer entre elles? A, vous pourriez juste bloquer la diffusion des signaux. Donc, empêcher la bactérie de parler ou d'entendre. Donc, dans ce cas-ci, la diffusion, c'est empêcher les bactéries de parler. Ou B, bloquer la réception des signaux. Empêcher la bactérie d'entendre le signal de quorum sensing. Ou C, vous pourriez aussi brouiller la communication avec des faux signaux. Dans l'exemple du dessin que je vous ai présenté ici, vous avez une bactérie qui parle, une autre qui est prête à entendre le signal. Là, j'ai rajouté des notes de musique pour dire qu'on va faire tellement de bruit qu'il y a deux personnes qui essaient de se parler, mais il y a trop de bruit pour qu'ils s'entendent. J'attends votre réponse. Et ce sont exactement les questions que les chercheurs comme moi, on se pose. Quand on veut trouver un moyen de bloquer la communication chez les bactéries, on dit on va les... Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà des réponses en web diffusion. Oui. Ah oui? Donc, attendez. L'école Louise Trichet. L'école Louise Trichet, eux, ils disent B. Okay. On a Louisa qui dit B aussi et Marie-Claude qui dit C. Ah. Ah, et on a aussi, il ne faut pas que je me trompe sur le nom de l'école, tantôt je me suis trompée, le collège Dina Bélanger, eux, ils disent C aussi. Et dans la salle? Et dans la salle maintenant, presque tout le monde a voté. Oh, c'est un peu réparti, hein? Éric, j'en profite juste pour dire qu'il est 2h moins 10. C'est bon. Bien, effectivement, c'est de ça que je vais vous parler, c'est brouiller les communications. Bravo à ceux qui ont voté pour C. Mais A et B sont bons aussi. Les trois réponses sont bonnes. Maintenant, je vais vous parler de l'option C. Et c'est ce que nous, on a fait. On est allé parler avec un professeur de l'Université McGill, tout près d'ici. Puis elle, c'est une chercheure qui travaille sur les extraits de canneberge. Vous connaissez tous ça, des atocas, des canneberges. Puis c'est connu de plus en plus que les canneberges peuvent vous protéger contre des infections. Mais on ne sait pas trop comment. Puis elle, dans son laboratoire, il y avait un stagiaire postdoctoral, donc un chercheur qui a déjà son doctorat, mais qui poursuit sa formation, qui s'appelle Vimal Maheswaria. Puis on s'est dit, on va prendre notre bactérie, Pseudomonas, puis on va l'exposer à des extraits de canneberge. Qu'est-ce qui va arriver? Et qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on a vérifié si exposer la bactérie à l'extrait de canneberge, qu'on appelle le SERPAC, est-ce que ça diminue la production des toxines et des enzymes de la bactérie? Ce que vous voyez ici, c'est l'activité des enzymes, à 100 quand la bactérie n'est pas exposée à aucun extrait de canneberge. Et plus vous augmentez la concentration de l'extrait de canneberge, plus vous voyez que la production d'enzymes diminue par la bactérie. Ah, c'était vraiment très encourageant. Effectivement, la bactérie devient moins virulente si on l'expose avec l'extrait de canneberge. Ensuite, nous, dans mon laboratoire, on n'aime pas beaucoup tuer les souris. Mais comme c'est un pathogène opportuniste qui infecte des plantes, qui infecte même des insectes, on a décidé d'infecter un insecte, la mouche à fruits. Donc, celle que vous retrouvez sur vos bananes que vous avez oubliées. Puis, c'est exactement ce qu'on a fait. On a nourri la mouche à fruits avec des extraits de canneberge. Puis après, on a infecté les mouches. Et ce qu'on a vu, c'est que les mouches nourries avec les canneberges pouvaient croître, vivre plus longtemps après une infection. Encore plus encourageant. Donc, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On espérait que ce soit le quorum sensing, la communication. Donc, on est allé mesurer la production du signal. Vous vous rappelez des signaux qu'on a parlé plus tard, des molécules chimiques. Nous, on les connaît très, très bien, les signaux produits par la bactérie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le signal. On utilise des appareils, comme l'appareil que vous voyez ici, qui est un HPLC. Et cet instrument-là, on a demandé l'aide d'un technicien, un agent de recherche spécialisé en analyser la chimie des bactéries.
tout ce qu'une bactérie peut produire. On a des chimistes qui travaillent avec nous, les microbiologistes. Et on a mesuré en rouge une production de signal beaucoup moins. Vous voyez ici, le chiffre est plus petit. Ici, plus le chiffre est grand, plus il y a beaucoup de signal produit par la bactérie. Ici, c'est la durée de la culture de bactéries. En rouge, c'est la bactérie qui a été exposée à l'extrait de canneberge. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup moins. Donc, c'était vraiment super encourageant. Et une autre chose qu'on était vraiment très, très content aussi, c'est qu'ici, vous avez la croissance de la bactérie. Ce que vous voyez, les deux courbes se touchent. Ça signifie que l'extrait de canneberge n'est pas du tout toxique pour vos bactéries. Et c'est ça que vous voulez aussi. Vous ne voulez pas du tout ralentir la croissance de vos bactéries. Vous ne voulez pas être dangereux pour votre bactérie. Vous voulez seulement l'empêcher de se communiquer. Donc, pour l'instant, ça s'annonce très, très bien. Vous vous rappelez de ça? Or, nous, on essaie de comprendre. Maintenant, on vient de découvrir que la bactérie fait moins de signal. Pourquoi qu'elle en fait moins? La première question qu'on a posée, est-ce que c'est parce qu'elle fait moins de l'enzyme qui fait le signal? On est allé voir ça. On a regardé la production de l'enzyme et effectivement, on a vu moins d'expression de l'enzyme. Donc, la bactérie fait moins de l'enzyme qui fait le signal. Donc, on peut peut-être trouver une explication. Peut-être que les extraits de canneberge empêchent la bactérie de produire les signaux, ce qui est suffisant pour diminuer la virulence de la bactérie. Donc, au fond, ce qu'on a vu, c'est que juste ici, le contrôleur ne peut pas activer les gènes pour produire l'enzyme, pour produire le signal. C'est toute une cascade dans l'intérieur d'une bactérie. Donc, on était encore plus encouragés. La bactérie ne peut pas produire son signal. Et il semblerait qu'elle ne soit pas capable de synthétiser l'enzyme pour faire le signal. Prochaine question. Pourquoi le contrôleur ne peut pas faire son travail? On a pris une bactérie modifiée génétiquement encore une fois. Cette fois-ci, c'est une bactérie qui a perdu l'enzyme pour le signal. Elle ne peut plus produire aucun signal. Mais les signaux, nous, on peut les fabriquer en laboratoire. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré ici la production de l'enzyme, d'activité du quorum sensing, et on a rajouté le signal artificiellement fabriqué en laboratoire, acheté dans un magasin. Et à ce moment-là, on a effectivement activé la production du signal chez la bactérie. Donc, on a activé le quorum sensing en ajoutant des signaux. Vous voyez ici, on était à 1000. Si on a ajouté notre signal artificiel, on le monte jusqu'à 4000. Et ensuite, on a rajouté des concentrations de plus en plus élevées d'extrait de canneberge. Ici, on a mis 0 extrait de canneberge. Ici, 100 extrait de canneberge. Ici, 200. Et vous voyez que le chiffre est de plus en plus petit. Même chose ici pour les deux types de signaux de la bactérie. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on empêche la bactérie de sentir le signal. Parce qu'on n'a pas réussi du tout à activer le contrôleur. Le contrôleur est actif seulement s'il s'est attaché après le petit signal qui flotte dans l'environnement. Donc, on a probablement trouvé le fonctionnement de l'extrait de canneberge. Puis on a voulu pousser plus loin. On s'est dit, bon, mais maintenant que l'extrait de canneberge ne semble pas activer le contrôleur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est juste qu'il y a des molécules ou des particules dans l'extrait de canneberge qui s'attachent après le signal et qui l'empêchent de rentrer à l'intérieur de la bactérie. C'est peut-être juste un attachement physique, comme de la colle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé le signal avec des extraits de canneberge, puis on a mesuré la concentration du signal libre. Puis on n'a vu aucune différence. Après, on a attendu 0 minute ou 30 minutes, puis on n'a vu aucune baisse dans la concentration du signal avec ou sans le Serpac, l'extrait de canneberge. Bravo! Ça veut dire qu'il n'y a pas de séquestration. Le signal n'est pas pris collé. Finalement, on a demandé à un autre spécialiste. Lui, c'est un spécialiste des protéines, puis il fait de l'analyse informatique des protéines. Puis on lui a demandé, est-ce que les molécules qui sont dans les canneberges pourraient prendre la place du signal normal? Et la réponse est oui. Donc, on a trouvé comment ça fonctionne. À l'intérieur des canneberges, il y a une molécule qui ressemble beaucoup à la molécule naturelle produite par les bactéries. Autrement dit, pour brouiller les communications entre deux personnes, entre deux bactéries,
vous parlez un langage qui ressemble, mais juste assez différent pour que les deux comprennent plus ce qui se passe. On empêche les bactéries de communiquer entre elles parce que la bactérie ne peut pas entendre le signal produit par l'autre. Troisième question et dernière question. D'après les résultats que vous venez de voir, comment fonctionne l'extrait de canneberge? Je pense que j'ai donné la réponse là. Pour diminuer la virulence de la bactérie. Est-ce que ça diminue, est-ce que ça inhibe la croissance des bactéries pathogènes? Donc, est-ce que c'est toxique un extrait de canneberge? A. B. Est-ce que le signal est séquestré? Il est comme pris, attaché, collé après des particules de canneberge? Ou C. Ça bloque l'activité des signaux naturels produits par la bactérie? Je pense que la réponse devrait être assez évidente. Est-ce qu'on a des réponses en web diffusion? Non, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû quitter en web diffusion. J'attends un petit peu, mais... Ah non, ça rentre. Alors, le collège Dina Bélanger, réponse C. Et puis, on a aussi Louise Trichet, attendez. Louise Trichet, B aussi. Et Louisa dit B. On est pas mal dans le B. On a du B et on a du C. Oui, B et C. On va regarder ici dans la salle. Il y a une bonne majorité pour le C, qui est la bonne réponse. Bravo. Bravo maintenant. Pour terminer. Quand les chercheurs font une découverte scientifique, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils fassent savoir à tout le monde qu'ils ont fait une découverte. Les chercheurs, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on publie un article scientifique dans un journal, parce que tous les autres scientifiques vont les lire. C'est ce qu'on a fait l'été dernier, dans un journal qui s'appelle Scientific Reports, où est-ce qu'on a justement rapporté. Vous retrouvez le nom des gens dont je vous ai parlé depuis le début, tout à l'heure. Donc, des professeurs puis des chercheurs dans des laboratoires qui ont rapporté que les extraits de canneberge avaient diminué la communication chez cette bactérie Pseudomonas. Maintenant, est-ce que vous devriez tous commencer à boire du jus de canneberge? Non! Non! Nous, on n'a pas joué avec du jus de canneberge. On avait un extrait concentré de canneberge. Est-ce que vous avez accès à cet extrait de canneberge-là? Est-ce qu'on peut l'acheter? Non. Est-ce qu'on a prouvé que ça coupe, que ça bloque les infections chez les humains? Non. Donc, les prochaines étapes, c'est qu'il faut qu'on teste chez les mammifères, chez les animaux, parce que pour l'instant, on a testé seulement chez les mouches. Puis il faut qu'on identifie exactement les molécules actives chez les canneberges pour que peut-être un jour, on vous donne une pilule qui contient pas l'extrait de canneberge au complet, mais juste la molécule chimique qui fait partie de l'extrait de canneberge. Et voilà. Puis quand on fait de la recherche, on a beaucoup de gens qui travaillent dans un laboratoire. Ici, vous avez une photo des étudiants dans mon laboratoire, puis des agents de recherche, puis les techniciens, puis tous les gens qui font des recherches comme ça. Je vais vous demander d'attendre la fin, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Je pense qu'on est prêt pour les questions. OK, alors on a une question en web diffusion. C'est le collège Dina Bélanger qui veut savoir comment est-ce qu'on produit le concentré de canneberge. C'est une bonne question. Mais c'est un secret. Un secret? Malheureusement, oui, parce que l'extrait de canneberge est fourni par la compagnie Ocean Spray. Ocean Spray, ceux qui vendent beaucoup des jus de canneberge. C'est eux qui nous ont fourni les extraits, puis on ne sait pas comment ils les ont préparés. Est-ce qu'on a une idée de la concentration par rapport à un jus Oui, c'est extrêmement concentré. En vérité, les extraits sont en poudre. Donc, c'est des canneberges qui ont été moulus. Puis on a utilisé des solvants, des solvants organiques comme des molécules pour extraire la molécule les plus active à l'intérieur des canneberges. Okay. Donc, ce n'est pas un procédé qu'on pourrait encore utiliser d'une façon commerciale pour pouvoir traiter les gens, malheureusement. Il demande comment est-ce qu'on fait pour administrer le concentré aux mouches. C'est une bonne question. C'est une excellente question. En vérité, les mouches, on les nourrit avec de la fécule de maïs puis avec des bananes écrasées.
Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'extrait de canneberge, puis on l'a mélangé dans la fécule de maïs avec les bananes. Puis quand ils mangeaient la fécule et les bananes, bien, ils mangeaient les extraits de canneberge en même temps. Puis ils ont aimé ça. Ils n'ont pas eu de problème avec le goût des extraits de canneberge du tout. Parce que s'ils n'aiment pas le goût de quelque chose, ils ne se nourrissent pas du tout, les mouches. Puis ils ont beaucoup aimé le goût des extraits de canneberge. Elles sont difficiles, les drosophiles. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. L'école, c'est qui est-ce J'ai peut-être une question ici? L'Odyssée. Ah oui, une question, super. Alors, vas-y, pose ta question. Mais si on arrêterait de prendre l'extrait de canneberge, est-ce que les bactéries nous attaqueraient encore plus fort? Bien, c'est une bonne question. Autrement dit, ta question, c'est comme par exemple, je disais au début que si vous commencez à prendre un traitement antibiotique et vous ne vous rendez pas jusqu'à la fin, c'est pas bon. Donc, dans ce cas-ci, nous, on pense que si on empêche les bactéries de communiquer entre elles, vous allez peut-être avoir besoin aussi de prendre un antibiotique. Parce que vous allez empêcher les bactéries de s'organiser. Ils ne pourront pas s'organiser puis vous rendre très, très malade, mais ils vont être encore là, les bactéries. Donc, en plus, vous allez avoir besoin de prendre un antibiotique pour tuer la bactérie, mais là, elle va être beaucoup plus facile à tuer parce qu'elle ne sera pas toute organisée dans un petit groupe qui communique entre elles. Donc, je pense qu'un jour, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, les médecins vont très probablement vous prescrire une pilule qui va contenir un antibiotique puis une molécule qui empêche la communication en même temps pour fragiliser les bactéries. Bonne question. Moi, je voulais vous remercier. C'était très intéressant. Puis, je vous souhaite de continuer puis de trouver des choses qui vont enrichir notre société. Merci. On travaille fort. Non, Peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, éventuellement, qui vont dans mon laboratoire pour faire la recherche. Un petit stage bientôt. Mais on va rester sur les bons mots de monsieur. C'est une belle conclusion. Alors, peut-être que dans 10-20 ans, on va avoir des nouveaux médicaments, c'est ça, qui vont aider les antibiotiques. Alors, merci beaucoup pour votre présence et bon retour. Merci.